à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission du Stade à l'Emploi, un rendez-vous mensuel qui va nous permettre de parler du sport sous un angle plutôt inattendu. Sport et travail, aussi bien la formation que la reconversion des sportifs, mais aussi tout ce qui concerne les acteurs du monde du sport. Alors, quel impact pouvons-nous prévoir en termes d'emploi pour Paris 2024 ? Entre les prévisions théoriques, la réalité terrain, comment notre gouvernement et les institutions vont-elles agir ? Enfin, comment pérenniser les emplois après les Jeux Olympiques ? Pour répondre à ces questions, tout d'abord, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau notre ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous cite, on va faire quelque chose d'inédit, on va favoriser la formation, l'insertion des jeunes, l'emploi local. On a l'opportunité de mêler l'excellence sportive et la valeur sociale dans un même événement. C'est un vaste chantier, tout ce que vous citez là. Oui. Paris 2024, c'est demain. Par où avez-vous déjà débuté ? Alors d'abord, Paris 2024, c'est une super opportunité de relier le sport, l'emploi, aller chercher les jeunes des quartiers prioritaires, leur donner une chance, tirer tout le monde vers le haut. Et je dirais d'abord, fondamentalement, parce que c'est le grand événement sportif par excellence, et que le sport et le travail, ça partage des valeurs communes. Donc les valeurs du sport, c'est quoi ? C'est l'excellence, le surpassement de soi, l'endurance, le travail d'équipe, etc. etc. On pourrait parler longtemps des valeurs du sport. Vous regardez les valeurs du travail, c'est les mêmes. Et donc, ce n'est pas simplement des emplois, c'est, je dirais même, les valeurs qu'on met dans le travail qui peuvent être développées par le sport. Alors oui, il y a des opportunités formidables. On estime aujourd'hui, on a repéré déjà à peu près 150 000 opportunités d'emploi entre 2021 et 2024. Alors évidemment, dans la filière événementielle, c'est très vaste, c'est l'organisation de l'événement, c'est le marketing, c'est la sécurité, il y a énormément de postes différents. La filière touristique, ça va être un afflux formidable. Et la construction, restauration aussi, et la construction. Bien sûr. Donc on a plein de leviers. Et donc notre défi, c'est d'abord évidemment de se préparer pour faire les plus beaux Jeux du monde et pour ça avoir toutes les compétences, bien sûr, mais aussi que ce soit une chance pour les jeunes du 9-3 et de la région parisienne, pour les jeunes de Marseille, et de façon générale pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Alors, on commence par quoi ? On commence d'abord par se donner un mot d'ordre qu'avec le comité des Jeux Olympiques, avec Tony Estanguet, on s'est dit, on veut vraiment que ce soit une chance pour l'emploi et pour les jeunes. Donc ça veut dire, dit autrement, moi je souhaite qu'il y ait beaucoup d'apprentis, beaucoup de jeunes qui soient embauchés, et non pas plein de travailleurs détachés. Et donc, pour ça, on commence comment ? À analyser tous les postes qu'il faudra, à former. On est en pleine réforme de l'apprentissage Boost, et ça va être l'occasion de créer beaucoup de métiers autour du sport. Le métier du sport, ce n'est pas juste les métiers sportifs, c'est tous les métiers autour, il y en a encore plus. Autour du sport, d'ailleurs, l'apprentissage... on va avoir une agence Pôle emploi dédiée en ligne pour tous ceux qui ont envie de travailler, parce que c'est aussi inspirationnel pour les jeunes d'aller travailler sur la préparation ou l'accompagnement des Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors justement, vous parlez de l'apprentissage, il a progressé de 7,7% l'an dernier, en 2018. Du coup, quelle est la progression envisagée d'ici 2024 et sur quel métier de l'apprentissage en particulier ? Parce que l'apprentissage, c'est encore une fois extrêmement vaste. On a, il y a un an, le 5 septembre 2018, promulgué une loi que j'ai eu l'honneur de porter, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dont un des volets importants, c'est la révolution de l'apprentissage. L'apprentissage était un peu le parent pauvre en France, alors que ça peut être des métiers de passion, d'excellence, qu'on peut aller du CAP à l'ingénieur, on peut commencer jusqu'à 30 ans maintenant. Bien sûr. Voilà, c'est plein de métiers formidables, il y a des centaines de différents métiers dans ce domaine-là. Donc ça peut être tout, ça peut être sur la construction, sur l'événementiel, sur l'hôtellerie-restauration, tous les métiers dont on a besoin pour les Jeux Olympiques et Paralympiques sont susceptibles d'être préparés par l'apprentissage. Et on peut le faire à différents niveaux. Ce qui est bien, c'est qu'on va commencer à recruter surtout en 2021, donc on a juste le temps pour former les jeunes et monter en puissance, je dirais, ceux qui auront la chance de participer à ça. Monter en puissance et en compétences. Il y a une charte
qui a été signé par énormément de syndicats, le MEDEF, le COJO, donc l'organisme aussi qui gère la préparation des Jeux. Dans cette charte, on peut, à la lecture de cette charte, avoir l'impression d'une succession de bons vœux, oui. Si vous me permettez, et sans bien comprendre comment tout cela va se mettre en place. Je vous donne un exemple. Pour l'accompagnement dédié en Seine-Saint-Denis, il est proposé par exemple un plan bâtiment. Jusque-là, tout va bien. Pour valoriser les métiers du bâtiment et qui vise particulièrement les 3000 allocataires du RSA qui sortent chaque année d'action du programme départemental d'insertion et d'emploi. Alors, un programme qui vise 3000 allocataires, c'est super. Concrètement, pour le déploiement terrain, ça signifie quoi? Qui arrive? Qui vient? Comment on vérifie que ce sont ces 3000 allocataires qui vont en bénéficier? Entre viser 3000 personnes et avoir combien de personnes vont signer? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Entre j'ai une cible et je l'atteins. Voilà. Alors, tout ça, c'est une question aussi de plan d'action et d'efficacité du plan d'action. Okay. Quand on prépare une compétition sportive, on se prépare professionnellement. Quand on prépare les compétences aussi. Oui. L'apprentissage, vous l'évoquiez, il est en pleine augmentation. On a augmenté de 7% cette année. On envisage de faire pareil dans les années qui viennent, chaque année. On vient de dépasser le record historique du nombre d'apprentis en France. Et 458 000 apprentis. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles. On veut faire pareil sur ce qu'on appelle l'insertion ou l'inclusion des plus vulnérables. C'est-à-dire aller chercher des gens qui aujourd'hui sont loin de l'emploi et leur permettre de réussir sur ces emplois. Des bénéficiaires du RSA ou des jeunes des quartiers prioritaires. Comment on fait? D'abord, dans tous les appels d'offres qui aura lieu, il y aura obligatoirement 10% des heures de travail qui seront réservées dans ce qu'on appelle les clauses d'insertion, c'est-à-dire qui devront permettre à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi de bénéficier de revenir dedans. Ouais. Et là, avec les départements sur le RSA, avec le plan d'investissement des compétences de l'État et qu'on a aussi négocié avec la région, on va monter toutes les formations. Bien sûr, on monte les formations avec un but précis, permettre à ceux qui sont le plus loin d'y arriver, mais enfin arriver à un résultat, donc à l'emploi. Et pour ça, on peut aussi utiliser le sport non simplement comme un but pour préparer les Jeux, mais aussi comme une motivation et une pédagogie. On a dans le plan d'investissement compétences, par exemple, 3 projets qui sont formidables. Il y en a un qui s'appelle Toutes championnes et champions. L'autre, c'est La passe décisive, sport dans la ville. Des métaphores sportives. Et les coachs d'insertion professionnelle. Et je crois beaucoup parce que pour les jeunes, c'est très inspirationnel. C'est-à-dire le sport vous permet d'apprendre un métier et en même temps, c'est un métier où vous allez pouvoir travailler autour du sport. Il y a énormément de jeunes qui ont envie de se lever le matin pour ça. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais au Stade de France avec 500 jeunes. Tony Estanguet était là. Voilà. Beaucoup de parrains sportifs, mais aussi des entreprises pour faire du job dating. Et donc, il y a un côté mobilisation générale. Il y a les plans d'action, je dirais, des pouvoirs publics. Mais il y a un côté mobilisation générale. Et je pense qu'on va attirer beaucoup de jeunes sur ces métiers. Alors justement, vous parliez aussi d'un plan d'investissement dans les compétences. La région Île-de-France qui va bénéficier d'ici 2022 d'un investissement d'État de plus d'1 milliard d'euros. Oui, mon ministère est chargé du plan d'investissement dans les compétences, dont le but en 5 ans, c'est énorme, c'est de former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi en France à tous les métiers de aujourd'hui et de demain. C'est investissement massif, parce que l'avenir, c'est les compétences. Pour trouver un emploi, pour se reconvertir, pour faire enfin le métier dont on rêve, pour avoir une promotion, la clé, c'est quand même la compétence. Et donc, on investit massivement, c'est le cas de le dire, et il y a une partie importante du programme qu'on négocie avec les régions. Et donc, j'ai signé avec Valérie Pécresse un accord où l'État apporte sur 4 ans 1 milliard d'euros supplémentaires à la région pour former, et notamment sur ces projets-là. Pas uniquement, mais sur ce projet-là. Il y en a d'autres, effectivement, et la région va décliner d'autres projets, comme une application autour des langues, etc. etc. Enfin, il y a beaucoup de projets. Voilà. Chacun fait sa part. Justement, vous parliez de compétences. Alors, dans cette charte, on est tombé sur un graphique qui a l'air plutôt très bien fait. Et puis, quand on s'y intéressait, on a été un peu surpris par le terme de vocabulaire employé, puisque vous le voyez ici, on fait une différence entre évidemment la mobilité ascendante, donc la progression potentielle de la personne, et on parle de ce gap de compétences. Et là, très sincèrement, Madame la Ministre, je suis un peu perdue, parce que sur ce schéma, alors c'est pas le vôtre, à vous particulièrement, mais chez nous, ça. Un chargé de communication marketing qui peut devenir graphiste, et c'est un gap de compétences, j'ai du mal en plus à comprendre, parce qu'en anglais, on s'est dit, c'est peut-être un anglicisme mal traduit, competence gap. Mais en anglais, un competence gap, c'est des lacunes de compétences. Oui, c'est un skills gap, c'est pareil. Oui, mais alors du coup,
gap de compétences et on passe de chargé de communication marketing à graphiste. Il y a Là, peut-être quelqu'un. j'avoue qu'on a été un peu... graphiste qui s'ignore chez quelqu'un, mais... C'est ça, c'était un peu Moi, le... je ne suis pas capable d'être graphiste, même avec voilà. formation, je crois. Mais chacun son métier talent. quand même, Et chacun son talent. Donc... Non, je crois que moi, je ne connais pas ce schéma. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, il faut se dire qu'il faut ouvrir les possibles. Moi, c'est mon obsession. Okay. On n'a pas toujours, à 16 ans, la claire vue de ce qu'on veut faire à 40 ans. C'est même assez rare. Ah ouais. Et il n'y a rien d'inquiétant. De toute façon, on va tous changer de métier plein de fois dans sa vie. Et c'est aussi une chance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie aussi de changer de métier. Donc, il faut pouvoir avoir des promotions, évoluer dans la vie professionnelle. Sûr. Et puis, il faut pouvoir aussi changer de métier, changer de voie. Il y a pas mal de gens, à 30-40 ans, ils ont fait une première chose, puis ils ont envie d'avoir une deuxième vie. Et pourquoi pas. Et d'ailleurs, fin novembre, je lancerai l'appli formation, mon compte formation. 33 millions de Français vont avoir tout d'un coup le droit de choisir eux-mêmes leur formation. Ils auront un crédit de 500 € par an, 800 € s'ils n'ont pas de diplôme, pour choisir toutes les formations. Et ça, moi j'y crois beaucoup. Je crois qu'il faut à la fois que les entreprises forment leurs salariés, c'est leurs besoins et leurs responsabilités, mais je crois que c'est bien aussi qu'on puisse dire qu'on peut choisir son avenir, qu'on peut choisir son métier, qu'on peut choisir les métiers qui vous intéressent. Donc oui, il peut y avoir des chemins de traverse. Il y a des chefs d'entreprise qui deviennent vignerons. Mais c'est des affaires individuelles, c'est des histoires individuelles. C'était juste que dans ce graphique, on a l'impression que c'est un peu... Mais c'est dans la charte, je vous avoue qu'on l'a trouvé. Oui, on a trouvé ça sur le site du COJO. Donc on a été intéressés, mais ça tombe bien puisque d'ici quelques minutes, on recevra Marie Barsac du COJO. Elle pourra sûrement nous en dire plus à ce moment-là. Je voulais rebondir parce que vous avez parlé justement d'une task force liée à Pôle emploi. Simplement, il y a quelque chose là, et vous me permettez, en septembre 2018, le gouvernement a annoncé une suppression de 800 postes au sein de Pôle emploi, avec une baisse dans votre ministère de plus de 2 milliards. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, ça a changé depuis. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, c'est pour ça. Et du coup, on va réengager des gens à Pôle emploi pour s'occuper de cette task force. Comment ça va se passer, en fait? Il y avait des emplois plutôt administratifs qui sont supprimés parce que maintenant, tout se numérise. Donc, il y a des emplois de back-office, comme on dit, administratifs, on n'a plus besoin. En revanche, dans le cadre de la réforme d'assurance chômage, on a décidé d'investir plus fortement pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Ça se comprend quand on arrive, on subit un licenciement, qu'on perd son emploi, qu'on arrive au chômage. Si on attend 6 mois pour pouvoir avoir une formation, un projet, on se décourage, on se démotive, on perd confiance en soi, et puis son CV, il n'a pas tout à fait la même allure. Bon. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un accompagnement beaucoup plus proactif tout de suite. Dès le premier mois, tout de suite des ateliers, un accompagnement. Et puis aussi, quand l'entreprise ne trouve pas, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin, 1 sur 2 dit qu'elles ne le trouvent pas. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est qu'ils recherchent, c'est qu'il y a de l'emploi. Mais il faut quand même qu'ils trouvent. Eh bien, du coup, au bout de 30 jours, Pôle emploi viendra les voir en disant « Écoutez, vous n'avez pas trouvé, on va vous réaider, on va se mobiliser ». Donc je crois que c'est, encore une fois, c'est comme dans le sport, on ne réussit pas tout du premier coup, mais il ne faut jamais lâcher, il faut analyser ce qui n'a pas marché, on corrige et on progresse. On a toujours des axes d'amélioration. Et donc il y aura plus 1000 personnes chez Pôle emploi. Allez, d'accord, plus 1000 personnes chez Pôle emploi. En tout cas, merci beaucoup Muriel Pénicaud d'avoir été avec nous. Merci. On va se quitter quelques instants pour une courte page de publicité. Juste après la pub, nous retrouvons nos 2 prochains invités, Marie Barsac du COJO et Philippe Diallo du Cosmos. À tout de suite. De retour dans notre nouvelle émission du Stade à l'emploi, 2e partie. Avec moi en plateau, j'ai le plaisir d'avoir Marie Barsac. Marie, bonjour, vous êtes directrice de Impact et Héritage au sein du COJO. Je vais saluer également Philippe Diallo. Philippe, bonjour. Vous êtes, vous, le président du Cosmos. Alors avant qu'on rentre dans vos actualités respectives, je voudrais déjà qu'on en sache un peu plus. Marie, je vais me tourner vers vous. Qu'est-ce que le COJO, rapidement? Alors en fait, ça s'appelle le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Donc en gros, c'est le comité qui a la responsabilité d'organiser en 2024 à la fois les Jeux Olympiques et ensuite les Jeux Paralympiques. Donc c'est une association qui a cette lourde mission, mais belle mission. D'accord. Et vous dépendez du coup de cette association. Donc on est tous des salariés de droit privé, gérés par des fonds privés.
Ok. Et alors vous, Philippe, vous êtes le président du Cosmos. Moi, je trouve ça très poétique, Oui. mais je crois que c'est beaucoup plus terre-à-terre que ce qu'on peut imaginer. On n'est pas que dans les étoiles, et donc on est effectivement un peu plus sur le terrain. On est en fait effectivement une association d'employeurs du sport, une des principales branches d'emploi en France, puisqu'il y a 160 000 salariés qui sont regroupés pour 23 000 entreprises. Et on a une palette très large, puisque ça va des associations, celles dans lesquelles vos enfants peut-être vont, associations sportives. On regroupe toutes les fédérations olympiques et non olympiques, tous les clubs professionnels des sports collectifs que vous voyez peut-être à la télévision pour certains, et puis aussi toutes les entreprises qui travaillent dans le sport. Je pense à tous ceux qui sont des organisateurs d'événements sportifs, les courses de marathon, Paris 2024, tous ceux qui gèrent aussi des équipements sportifs pour les collectivités locales. Quand vous avez une piscine, par exemple, eh bien souvent, il y a des entreprises qui viennent gérer pour une collectivité cette piscine. Eh bien, tous ces gens-là sont réunis dans une organisation qui est le Conseil social du mouvement sportif, qui est le Cosmos. D'accord. Cosmos, si on le résume brièvement aussi, et c'est ce qui est écrit sur votre site, etc., première organisation patronale des sports. Absolument, on a eu cette chance puisque vous aviez Muriel Pénicaud juste avant nous. Le gouvernement a, pour la première fois en France, lancé une grande opération de mesure de la représentativité des acteurs sociaux en France, à la fois du côté des organisations salariales et puis du côté des organisations patronales. Et pour la première fois, donc, en 2017, il y a eu la mesure de quel était le poids de chacune des organisations. Et le Cosmos a eu le mérite, la chance, j'espère un peu la compétence, pour regrouper suffisamment d'entreprises en son sein, avec énormément de salariés, qui fait que dans le monde du sport, eh bien, nous avons aujourd'hui une audience de 97%, et donc qui fait que nous avons effectivement une place prépondérante lorsque l'on parle d'emploi ou l'on parle d'entreprise dans l'univers du sport. D'accord. Alors, je vais vous taquiner tous les deux, c'est-à-dire que CNOSF, COJO, Cosmos, ANS, multiplication des institutions, c'est un peu l'impression que ça peut donner. On est plutôt actuellement dans un pays en crise, en récession, on a un président qui nous explique qu'il faut faire des efforts, etc. Et d'un autre côté, on a à votre avis, quelle impression ça peut donner en fait au grand public? Parce que pour un public non averti, en gros, il y a le CIO, le Comité international d'organisation, et puis ensuite, c'est flou, quoi. Alors, c'est flou. Le CIO, c'est effectivement au niveau international, mais au niveau national, c'est le CNOSF que vous citiez, donc le Comité national olympique et sportif, qui regroupe toutes les fédérations sportives en France. Donc, pas seulement les fédérations olympiques, mais aussi les fédérations sportives. Et c'est finalement un organe qui, à la fois, représente le CIO en France, donc il a cette mission-là, et puis c'est aussi un organe qui fédère tout le mouvement sportif, donc les fédérations sportives, avec leurs comités régionaux, départementaux et les clubs, évidemment, par leur intermédiaire. Donc c'est le Cosmos et le bras armé, on va dire, social, qui représente la force patronale du sport, le CNOSF est la force vive du sport, celle qui fait le sport en France. D'accord. Et le COJO, alors juste pour que ce soit clair, le COJO, après 2024, il est dissous? Il est dissous, tout à fait. D'accord. Donc nous, on est vraiment là temporairement, juste pour cette mission d'organiser les Jeux. Mais vous avez peut-être compris, en nous invitant aujourd'hui, qu'on veut faire un peu plus que seulement organiser un événement. En tout cas, pérenniser les emplois. On veut générer un impact, et notamment social, environnemental. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert des missions un peu différentes des comités d'organisation des éditions précédentes sur ces dimensions-là. Mais on travaille surtout en étroite collaboration avec tous les acteurs existants, ceux que vous citiez, donc le comité olympique, mais l'Agence nationale du sport, les collectivités territoriales, et puis évidemment les acteurs publics, donc les ministères bien sûr, mais aussi les collectivités, Ville de Paris, Région Île-de-France et les collectivités de la Seine-Saint-Denis en particulier. Oui, puisque Muriel Pénicaud nous expliquait juste avant que les territoires prioritaires étaient au centre de toutes les attentions, en tout cas pour essayer de l'insertion, de la formation, etc. C'est vrai qu'on a pris des engagements à travers une charte sociale pour effectivement que les métiers qui seront générés par les Jeux puissent s'adresser à des publics qui en ont le plus besoin, et notamment pour générer un impact local, un impact économique et d'emploi pour les territoires qui accueillent les épreuves olympiques, donc notamment les épreuves qui auront lieu en Seine-Saint-Denis, puisqu'il y a un certain nombre d'épreuves qui vont se tenir dans ce territoire. Alors justement, si je m'intéresse à une cartographie
partie du COJO. Le COJO donc, a évalué à 150 000 à peu près le nombre d'emplois mobilisés par les JO. Alors, il y a eu un affinement léger de la fourchette. On voit déjà quelques chiffres clés, avec 78 300 emplois pour l'organisation. Alors, dans l'organisation, on comprend le transport, l'événementiel, la communication, 60 000 dans le tourisme, hôtellerie-restauration et enfin 11 700 dans la construction. Ceux-là, ils sont à pourvoir principalement entre 2021 et 2024. La question qu'on se posait aussi, parce qu'il y a un autre graphique qui parle de ces 150 000 emplois, et sauf que quand on lit les petites lignes du graphique, il est écrit qu'il ne s'agit pas nécessairement de temps plein ou de création nette d'emplois. Qu'est-ce que ça signifie ? Ce chiffre de 150 000, ça représente quoi, etc. etc. Voilà. C'est les emplois qui sont mobilisés pour organiser les Jeux. Aujourd'hui, on n'est pas dans une capacité claire de définir les emplois qui sont créés. Pourquoi ? Parce que ça demande un travail précis avec les branches professionnelles et surtout avec les entreprises qui vont obtenir les marchés que les Jeux vont générer. Et du coup, de ces marchés vont découler de l'activité économique qui va elle-même générer de la création d'emplois. Donc, on n'est pas en capacité à ce stade de chiffrer le volume d'emplois créés. En revanche, on sait, et c'est l'étude qu'il a fait, comptabiliser les emplois générés. Donc, aujourd'hui, le travail que l'on fait et que l'on mène, c'est d'aller beaucoup plus dans la finesse. Et c'est pour ça qu'on a mené cette cartographie très en amont, puisque vous l'avez dit, les premiers emplois vont être mobilisés en 2021. Peut-être un peu en 2020 sur de la déconstruction pour les équipements qui vont être créés. Et puis en 2021, on va être dans la phase de construction. Mais là, on va générer, vous avez vu sur la construction, c'est autour d'11 000 emplois. Oui. Donc on est sur cette phase de 2021 à 2023, 2024, sur ces 11 000 emplois de la construction. Mais le gros des emplois du tourisme et de l'organisation, c'est surtout pour 2024. Vous avez voilà, le chiffre à l'écran. Donc du coup, on a le temps de préparer cet emploi et du coup de mettre en place des dispositifs qui vont permettre de proposer des parcours professionnels à des personnes pour les mettre à l'emploi. Donc on a le temps nécessaire aujourd'hui avec cette cartographie 5 ans avant les Jeux pour mener ce travail qu'a évoqué Muriel Pénicaud tout à l'heure, pour identifier les publics qui pourraient demain être sensibles et être intégrés dans ces programmes-là. Exactement. Alors justement, pour la première fois aussi, et on le voit dans cette charte, sont associés des représentants syndicaux et patronaux à l'événement des Jeux Olympiques. Vous qui représentez, finalement, en tout cas qui avez du poids en tant que première organisation patronale, comment ça s'inscrit au sein du Cosmos, ce travail conjoint avec le COJO, etc., sur le terrain ? Pour nous, c'est une opportunité absolument exceptionnelle parce que les Jeux Olympiques en France, nous sommes la génération qui va pouvoir la vivre. Et donc ça, c'est absolument exceptionnel. Excusez-moi, j'ai vécu à Albertville, moi quand même, je m'en souviens vachement bien de 92. Pardon, hein. Vous avez dû remarquer que c'était l'hiver à Albertville. C'est vrai. Donc là, nous sommes pour des Jeux d'été. Et donc c'est une opportunité exceptionnelle, d'abord par la mobilisation du pays, mais aussi par l'opportunité qu'elle offre pour les entreprises et pour les citoyens de trouver à l'occasion de ces Jeux véritablement un levier. Et donc notre action, nous, entre guillemets, entre employeurs, je dirais, elle s'inscrit entre deux objectifs qui ont été définis, je dirais, d'une part par le président de la République, qui a dit que durant son quinquennat, il souhaitait qu'on arrive à 3 millions de nouveaux pratiquants. Puis de l'autre côté, le Comité national olympique français a dit, lui, qu'il souhaitait que ces Jeux soient les Jeux qui permettent de faire de la France une nation sportive. Pour nous qui sommes, entre guillemets, en amont des Jeux, et puis qui seront après les Jeux, puisque Marie a dit que en 2024, à un moment, ça s'arrêtera. Et nous avons en charge, nous, la pérennité, c'est-à-dire de faire en sorte que les Jeux soient une opportunité pour faire en sorte que nous accompagnions le développement des entreprises. Et donc là, c'est tous les investissements d'infrastructures qui vont être très importants et d'emplois qui vont être créés. Et puis aussi de faire en sorte que ces Jeux soient l'occasion pour une grande partie de notre jeunesse de trouver une occasion, de trouver sa place dans la vie. Parce que les Jeux, c'est des 150 000 emplois, mais c'est une mobilisation qui va être aussi sur l'ensemble des territoires. Ça, c'est entre guillemets notre job. Et notre job d'employeur, c'est d'utiliser les fonds de la formation professionnelle, notamment, pour construire petit à petit un certain nombre de parcours qui vont permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi, à des jeunes qui souhaitent rentrer dans le monde du sport, eh bien de trouver une formation qui va leur permettre, d'ici 2024, je le souhaite, que Marie puisse les engager, qu'ils puissent participer à la grande fête de 2024, et puis aussi, grâce à ce qu'ils auront acquis, eh bien, après les Jeux,
de pouvoir continuer une carrière dans cet univers du sport. C'est ça notre travail aujourd'hui, qui se fait un peu, je dirais, dans l'obscurité, mais qui est dans l'ombre, mais qui est fondamental parce que c'est ça qui participe, je dirais, à la pérennité des emplois et du sport, surtout en France, parce que c'est vraiment à travers ça que le sport peut trouver, je dirais, la place qu'il mérite. Muriel Pénicaud parlait tout à l'heure des valeurs du sport. Et donc ces valeurs-là, nous on les porte et on souhaite que la France dans son entier les partage. Vous en parlez beaucoup de la pérennité de ces emplois, de faire en sorte que ça s'inscrive dans la durée. On le sait, c'est un écueil sur tous les Jeux Olympiques, quelles que soient les villes organisatrices. Il y a soit des écueils en termes de construction, d'infrastructures qui sont abandonnés, ou effectivement des emplois qui s'arrêtent net, fin des Jeux et c'est terminé. Donc, quelles leçons peut-être vous avez tirées des autres pays, des autres villes organisatrices et quels axes d'amélioration ont été identifiés et quels plans d'action ont été mis en place ? Je voudrais juste quand même préciser que les Jeux Olympiques et Paralympiques restent un événement. Donc, bien sûr. Si l'emploi n'est pas pérennisé, c'est pas l'objectif premier. Voilà, c'est-à-dire que c'est justement une stratégie à mettre en place. Ça ne va pas de soi de pérenniser de l'emploi puisque l'activité s'arrête. Donc c'est bien pour ça qu'on en parle. Excusez-moi Marie, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue juste humain, je suis un peu sur le bord de la route pour diverses raisons en termes d'emploi. D'un coup, ces Jeux me permettent de me réinsérer dans le monde du travail. Humainement, socialement, si on y pense et on a un peu d'empathie, c'est insupportable de se dire que ces personnes qu'on a réussi à ramener, on va de nouveau les mettre au bord de la route. Non, mais tout à fait. Et c'est bien pour ça qu'on a pris des engagements à travers la charte sociale, à travers notre politique volontariste sur ces sujets. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Déjà, on discute avec les autres acteurs qui peuvent être des employeurs des salariés des Jeux demain. Bien sûr. Donc, typiquement, on a, avec cette cartographie, identifié ces 150 000 emplois mobilisés. Et du coup, on a évoqué le point que vous soulignez, c'est-à-dire pour les métiers de la construction, par exemple, il y a des travaux qui vont avoir lieu sur le territoire de l'Île-de-France, puisque c'est là qu'on va avoir lieu la majorité des travaux générés par les Jeux. Il y a des travaux en rue, des travaux portés par la Société du Grand Paris. N'y a-t-il pas des passerelles entre ces métiers ? Et est-ce qu'un salarié ne peut-il pas, en travaillant chez le même employeur, passer d'un chantier Paris 2024, un chantier en rue, un chantier SGP ? Et donc, du coup, le ministère a engagé une réflexion qui ressemble un peu à la cartographie des emplois des Jeux, qui s'appelle un contrat d'études prospectives sur les métiers générés par l'ANRU et la SGP autour de 2024. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir les éléments objectifs et chiffrés de passerelle d'emploi entre les emplois de la construction générés par les Jeux et ceux de l'ANRU et SGP. Et les Jeux, du coup, ne seront pas un job seulement pour 2024, mais auront été le fruit finalement d'un parcours de carrière qui passera par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille. Un autre dossier sur lequel on travaille, c'est celui des compétences. On l'a largement évoqué tout à l'heure avec la ministre, mais c'est essentiel. C'est-à-dire que les Jeux doivent aussi être une opportunité pour être plus formés que s'il n'y avait pas eu les Jeux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la cartographie des emplois, on a identifié aussi que si on voulait mobiliser des personnes, par exemple, qui sont issues de la Seine-Saint-Denis, on sait que les jeunes de Seine-Saint-Denis sont moins bons en numérique, moins bons en langues étrangères que la moyenne nationale. Eh bien, profitons des Jeux pour leur donner ce bagage de formation pour leur permettre de rattraper le niveau national. Le numérique et les langues étrangères n'auront sûrement aucun rapport avec le métier qu'ils vont occuper. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est les Jeux, parce qu'il y a sur des domaines... Il y a aujourd'hui des moyens, avec les moyens de la formation professionnelle, les moyens du PIC, on va pouvoir accompagner ces jeunes pour qu'ils développent leur employabilité. Et cette formation, elle ne va pas être utile pour le métier Paris 2024, mais en revanche, pour rebondir au lendemain de Paris 2024, ça pourra leur être utile. Donc on est dans ces réflexions et dans la construction de ces dispositifs. En tout cas, on sent qu'il y a un vrai travail collectif, Philippe, qui se fait, en tout cas à vous écouter, aussi bien Madame la Ministre juste avant, et vous deux, etc., avec la région aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais la région est très impliquée, la région. C'est pour ça que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, toutes ces structures qui paraissent multiples et dont vous interrogiez sur leur utilité. Et j'espère qu'à travers ce que dit Marie, ce qu'a dit la ministre, ce que j'essaye de vous dire, qu'on voit qu'on essaie de créer la mobilisation, c'est-à-dire une synergie dans les actions des uns et des autres, chacun à son niveau, essayant d'apporter véritablement sa contribution dans un but commun. Un, c'est, je pense pour le COJO, de faire des Jeux, qui est quand même un événement sportif qui donne le rayonnement pour la France, et puis
le marathonien que je suis, eh bien, soit là justement pour, à son niveau, avec les fonds de la formation professionnelle, puisque nous sommes une des organisations qui peut justement apporter des contributions en matière de formation professionnelle, eh bien, s'inscrire dans cette pérennité. Et c'est cette synergie qu'il faut créer pour partager d'abord des visions d'avenir. C'est pour ça que les questions des cartographies sont très importantes. Nous-mêmes, nous venons de s'inscrire dans ce qu'on appelle de manière un peu barbare un EDIC, c'est-à-dire justement un plan sur l'engagement et le développement des compétences qui permet justement d'inscrire dans le futur où seront les futurs emplois. Et pour faire en sorte que notre formation, évidemment qu'elle bénéficie aux JO, mais qu'on puisse se projeter sur le long terme et voir où seront les futurs emplois. Aujourd'hui, on a d'une certaine manière déjà quelques pistes. On sent bien que le sport sort des terrains d'une certaine manière pour aller vers les entreprises, pour aller vers la santé, pour se tourner vers les seniors. Et tout ça, eh bien, ce sont des opportunités pour les gens qui vont être dans les JO, justement de trouver leur pérennité d'emploi, si nous, on a bien fait notre travail parallèlement. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a une complémentarité, me semble-t-il, entre, je dirais, la fusée JO et puis les petits satellites. Et hop, on se raccroche, on tourne autour. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe et Marie, d'avoir été avec nous et en tout cas de nous avoir un peu plus éclairés sur ces institutions qui travaillent main dans la main. C'était la première édition du Stade à l'Emploi. On se retrouve le mois prochain avec grand plaisir. Bye bye.